Merci beaucoup aux organisateurs pour m'avoir invité. Puis bravo à vous tous là, de prendre sur votre temps de vacances pour venir un week-end en plus assister à une conférence de physique. Je suis impressionné. On m'a demandé de vous faire un exposé, si possible, assez simple et pédagogique sur la physique quantique. Donc je vais essayer de faire ça en 1 heure, mais où je vais choisir d'aller vous parler peut-être d'une physique quantique dont vous avez moins l'habitude, qui est la physique quantique dans les solides. Et puis essayer de vous illustrer ça avec des exemples de recherche contemporaine, on va dire, sur ce domaine-là, qui est mon domaine à moi. Avant, je vous dis 2 mots sur notre activité La Physique Autrement. Alors ça va aussi être de la pub de site web. Alors nous, le nôtre, c'est vulgarisation.fr. Voilà, il faut se souvenir de ça, mais on n'a pas de flyer, on n'a rien du tout, on est un peu amateur. C'est une équipe qu'on a montée avec mon collègue Frédéric Bouquet à l'Université Paris-Sud en 2013, et où on s'intéresse dans cette équipe à la fois à la question de la vulgarisation et de l'enseignement de la physique. Donc c'est pas du tout destiné spécifiquement aux profs de physique ou à l'éducation nationale. Nous, notre but, il était un petit peu plus large. Et l'idée d'abord, c'était la vulgarisation, et en particulier, nous, on voulait aller parler de nos propres sujets de recherche. On en avait marre que la physique, ça soit que l'astro et la physique des particules, pour le dire vite. Et on avait envie de parler aussi de la physique au milieu, là, qui était la nôtre. Et puis on avait envie de développer d'autres façons aussi de travailler sur la question de la vulgarisation, et donc notamment on a beaucoup travaillé avec des designers, avec des illustrateurs, avec des vidéastes, pour essayer de trouver d'autres façons de montrer ce qu'on ne savait pas bien montrer nous-mêmes en général. Et puis on a à cœur, et c'est pour ça que je vous en parle maintenant, d'essaimer et de diffuser un peu et ces pratiques et les ressources qu'on a pu développer. Alors on aborde plein de sujets de physique, principalement la physique quantique, mais aussi beaucoup d'optique, de supraconductivité, de solide, de magnétisme, etc., etc. Et puis dans plein de formats différents. Voilà, donc là il y a plein de formats. On aborde aussi, je vais très vite, parce que ça me prend du temps sur ma propre conférence, c'est pour ça. On aborde aussi la question de l'enseignement. Alors l'enseignement, pour le coup, pas du tout au lycée ou au collège, mais à l'université. Et on a à cœur d'essayer de développer des façons un peu innovantes d'enseigner la physique à l'université. Et donc on a beaucoup travaillé ces dernières années, notamment sur les TP. Donc je voulais juste vous parler de ça, parce que c'est quelque chose qui peut avoir des résonances aussi avec les lycées, qui était renouveler le TP en physique, parce qu'il est mortel à l'université, tel qu'on le pratiquait nous en tous les cas. Donc on leur mettait des machines assez sophistiquées, assez chères, donc on avait vraiment peur qu'ils fassent des bêtises et qu'ils nous les bousillent. Et donc on les guidait, nos étudiants, assez proprement, étape après étape, pour qu'ils mesurent des courbes très sophistiquées, très proches des recherches modernes. Mais en gros, il fallait vérifier la courbe trouvée en recherche moderne. Donc on a voulu un peu rompre avec ça, donc depuis quelques années, on a développé des nouveaux TP, on appelle ça les Open TP, où en gros les étudiants arrivent et on n'a absolument aucune idée du TP qu'on va faire avec eux. Et en plus, on leur propose pas vraiment d'outils, on leur propose juste des petites cartes Arduino qui coûtent pas cher, qui sont pas terribles en général, et qui permettent de mesurer plein de choses différentes de façon très versatile. Puis on leur met des Legos, parce qu'on a juste vu qu'expérimentalement, à chaque fois qu'on met des Legos devant des étudiants, ils pensent que ça va être sympa. Bon. Et ça marche vraiment très bien, alors que le Lego en lui-même, c'est pas si génial, mais voilà, plutôt que du carton ou autre chose. Et on va développer, alors avec tout un système de jeux, de défis, etc., l'apprentissage des cartes Arduino, en gros en une demi-journée. Et après, on va leur demander eux-mêmes de fabriquer des choses au début, sans du tout y mettre de la physique. Et puis progressivement, on va amener la physique et on va finir avec un beau brainstorming en disant « Et si vous deviez fabriquer vous-même une expérience de physique, qu'est-ce que vous feriez ?» Donc grand brainstorming dans toute la classe avec 20 ou 30 étudiants. C'est des étudiants de L3, mais on commence à le tester en L2 et en L1 aussi. Et à la fin, on leur dit bah, « Allez-y, choisissez une des expériences dont vous avez eu l'idée et faites-la. Et fabriquez-la en 5 jours. » Et donc on fait des TP avec eux et à la fin ils produisent des tas de trucs. Alors là c'est des étudiants qui fabriquent un TP et là c'est des profs de physique. On avait fait une formation comme ça en Italie par exemple, on va les faire maintenant en France, là ils vont commencer dès cette année. Et donc on dit aux profs de physique, ben, allez-y fabriquez un TP vous-même en une journée, une demi-journée, là c'était en 2 heures, de zéro. Alors là c'était 3 profs italiennes qui ont fabriqué, alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a une bougie à droite, non on voit vraiment rien. Vous voyez la bougie? Donc ça brûle un petit bout de métal et puis alors il y a des pinces à linge, je ne sais pas si vous les voyez, avec des petits thermomètres et donc ça mesure la conductivité thermique. Et puis il y a une petite carte Arduino devant, elle relie ça à un ordinateur, tout est en open source, et pour un TP qui coûte à peu près 30 €, tout compris, et ben elle mesure la conductivité thermique dans du métal. Mais surtout l'intérêt de ces TP, c'est qu'on les fabrique soi-même, et qu'on découvre tous les problèmes de fabriquer un TP soi-même aussi au passage. Ça nous a permis d'amener beaucoup de créativité, nous, chez nos étudiants et chez nos enseignants, de faire que l'enseignant ne sache pas ce qui va se passer dans son TP, ça fait du bien quand on enseigne les mêmes TP depuis, pour moi, plus de 20 ans. Et donc à partir de là, on est en train maintenant, c'est pour ça que je vous en parle, de travailler à tout un programme pour essayer d'étendre et d'essaimer ça. On est en train de faire des beaux modes d'emploi avec des designers, avec des illustrateurs. On est en train de faire un site web avec des tas de choses interactives, un forum et tout. Et ça va sortir d'ici 1 ou 2 mois. Donc restez informés. Et puis on travaille aussi avec des tas de gens du côté des sciences humaines et sociales ou du côté des sciences de l'éducation pour essayer de penser ces questions-là, de les évaluer et de voir ce qui se joue par exemple dans ce genre de TP qu'on a pu étudier avec des gens du monde des sciences de l'éducation.
Juste quelques ressources libres, vu que je vais vous parler de physique quantique, donc des choses qu'on a pu développer avec des designers ou des illustrateurs et qui sont toutes en ligne, en français et en anglais, et librement utilisables. Donc je vous en mentionne quelques-unes. Donc le site web sur lequel aller, c'est lavulgarisation.fr, et le seul endroit vraiment intéressant, c'est production, ici. Vous pouvez vous balader sur le reste, vous trouverez plein d'autres trucs qu'on fait, mais production, vous allez trouver ce que vous pouvez vous récupérer. Et donc vous allez vous trouver sur une grille comme ça, que vous pouvez trier par date, par sujet, etc. Et il y a plein de ressources. Je vous montre quelques exemples de ressources. On aime bien développer des sites web sur des thèmes. Par exemple, ça, c'est un site qu'on avait fait sur la supraconductivité. Ça, c'est un site qu'on avait fait sur la physique quantique dont a parlé Sophie, avec des petites animations qu'on peut télécharger. Alors, un truc bien, c'est qu'on peut les télécharger avec ou sans légende. Donc, avec légende, c'est pour voir ce que vous pouvez dire dessus, et sans légende, c'est pour faire genre, vous le savez, quoi, en gros. Là, je vous les ai mis sans légende. Et on en rajoute régulièrement. On en a rajouté récemment toute une série sur toutes les sortes de microscopies, à la fois optiques, et puis microscopie de pointe, microscopie électronique, etc. On en a fait 7 nouvelles. Et on va en rajouter au fur et à mesure. Donc voilà, vous aurez des vidéos que vous pouvez utiliser facilement. Et puis il y a aussi des affiches et des flyers associés si vous voulez des objets imprimés. On aime bien aussi proposer, alors ce que j'appelle des modes d'emploi, des façons de faire des petits ateliers soi-même. Par exemple, récemment, un projet qu'on a fait sur l'azote liquide, plein de façons de faire des ateliers marrants avec l'azote liquide pour sortir de la sempiternelle manip, juste où on a un ballon, on le plonge et il rétrécit, mais trouver d'autres façons de jouer avec l'azote et de faire de la physique. Donc il y a plein de petites vidéos derrière. Alors les vidéos, en général, c'est 1 minute. Il n'y a pas beaucoup de physique, hein. Ça, c'est pas mal parce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème de danger d'azote vu que vous en mettez très peu dans la manip. Donc vous voyez, on aime bien utiliser un langage souvent en vidéo, notamment un peu différent de la manip de TP de base. Mais on peut faire plein de physique là-dessus, évidemment. Ça, c'est l'explication. Alors derrière ça, pour pouvoir être utilisé, bon, ça je zappe, on a mis aussi des fiches recettes avec tout le matériel qu'il faut. Et puis voilà, il y a 12 petits ateliers comme ça sur l'azote liquide. Et ce qu'il vous faut avec voilà, les baguettes chinoises, on a trouvé que c'était un des trucs les plus pratiques pour manipuler dans l'azote sans se brûler. Donc n'hésitez pas à aller récupérer tout ça sur Internet et l'utiliser. On a aussi fait plein de posters sur plein de thèmes différents. Là, l'idée, c'est que vous puissiez les imprimer et les mettre dans votre salle de classe à côté de votre classification périodique. Alors par exemple, ça justement, c'est de la classification périodique. Il y a des petites vidéos associées. On essaie de réexpliquer ce que sont les liaisons chimiques et les orbitales avec des petites vidéos très sympas que je vous invite à voir. Et il y a des posters associés. Ça, par exemple, c'est le livre le plus froid du monde. Alors, c'est un vrai livre. On va en faire la démonstration pour ceux qui sont à Paris. Fin novembre, à l'ESPCI. Je vous recommande de venir, c'est assez spectaculaire. Mais en l'occurrence, il y a des posters qu'on a sortis du livre et qui expliquent toute la physique du froid. Et toujours avec un travail graphique, comme vous le voyez, qui est assez particulier. Ça, par exemple, c'est des posters sur quelques prix Nobel récents que nous, on aime bien. Bon, là, c'est Albert Ferb parce que c'est de notre université. Puis derrière, c'est le prix Nobel 2016 de l'année dernière, ou du graphène, et qui explique en images un peu ce qu'il y a comme physique derrière le prix Nobel. Ou encore ça, qui raconte un peu la vie dans un laboratoire avec des BD. Et il y a toute une BD en ligne, et puis il y a des posters associés. Donc n'hésitez pas à les piquer là-dedans. Vous n'avez pas besoin de nous demander l'autorisation ou quoi que ce soit. Vous prenez, vous piratez, vous imprimez, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez tous les droits. Tout est libre de droit. Voilà, j'ai fini sur les ressources. J'attaque maintenant l'exposé. La quantique à l'œil nu. Donc c'est pas possible, on peut presque tout de suite s'arrêter, on ne peut pas voir la quantique à l'œil nu, à l'évidence, parce que pour voir la quantique, il faut aller à l'échelle de la quantique. Donc l'échelle de la quantique, on est à l'échelle de petits atomes, ou des particules, ou des photons, ou des électrons. On est en gros au nanomètre, ou un peu moins que le nanomètre, et donc ça va être difficile de voir quoi que ce soit. Alors on peut évidemment utiliser des tas de microscopies, comme la microscopie à effet tunnel, pour voir la quantique, mais c'est plus du tout la voir à l'œil nu. Donc je vous ai clairement menti sur le titre de l'exposé. La seule manière de voir la quantique à l'œil nu, c'est de voir ses manifestations indirectes. C'est pas très satisfaisant parce qu'on n'arrête pas de dire aux gens la physique quantique c'est incroyable, on a un chat qui est à la fois mort et vivant, mais à la fin vous verrez jamais avec vos yeux le chat mort et vivant. D'accord ? Donc la question c'est qu'est-ce qui dans le chat reste quand même un peu quantique et qu'on va quand même pouvoir voir, et qu'ensuite avec un raisonnement de physicien on va être capable de relier quand même à la physique quantique. Et donc on va devoir à un moment donné regarder de la matière et essayer de comprendre dans cette matière ce qu'il y a de quantique. D'où mon sous-titre, de l'atome au solide. L'atome, c'est bien quantique, mais nous, on va être contraints de regarder des solides pour essayer de comprendre ce qui, dans le solide, est quantique. Et donc, la première partie de mon exposé, ça va juste être de vous emmener dans ce chemin-là. Alors, ceux qui connaissent déjà bien la physique des solides quantiques, vous allez vous embêter, c'est pas grave du tout. Et puis, dans un deuxième temps, 2/3 de l'exposé, on va dire, vous parler d'exemples modernes où on a des solides quantiques encore plus compliqués et qu'on comprend encore moins que les premiers. Voilà. Donc voilà, le challenge de la journée, c'est passer d'un atome à un solide. Donc, dans un solide, il y a plein d'atomes.
Alors dit comme ça, là on se dit ça doit quand même pas être très sorcier. C'est-à-dire que si on a la physique pour cet objet-là, en gros une équation de Schrödinger, bon, bah, on fait l'équation de Schrödinger pour plein d'atomes et on obtient ça et on va bien comprendre comment marche un solide avec la physique quantique. D'accord? Le premier réflexe, c'est de se dire, oula, ça risque d'être compliqué parce qu'il y a beaucoup d'atomes dans le solide, hein, il y en a 10 puissance 23, mais après tout, si c'est une équation linéaire, ça ne devrait pas poser énormément de problèmes, en faisant quelques moyennes, on devrait s'en sortir. Alors c'est impossible en réalité, c'est un problème réellement impossible, j'attire votre attention là-dessus, c'est impossible pour une raison très simple liée aux mathématiques sous-jacentes à la physique quantique, c'est des mathématiques qui croissent exponentiellement, avec le nombre d'atomes que vous mettez. Hein, si vous calculez ce qui se passe pour 4-5 atomes, vous vous en sortez à la limite, mais à chaque fois que vous allez rajouter un atome au calcul, le temps de calcul double. D'accord? Ça croît exponentiellement. Donc ça va vite être très violent pour vous, et en gros, au-delà de 10 atomes, vous ne savez plus rien faire. D'accord? Aucun ordinateur au monde ne sait calculer ce qui se passe pour, je ne sais pas, 50 atomes. C'est absolument impossible. D'accord? Et jamais aucun atome au monde, aucun ordinateur au monde, un ordinateur classique, ne saura calculer un solide. Parce que 10 puissance 23 atomes, vous pouvez tout de suite abandonner. Donc on pourrait tout de suite baisser les bras, et se dire que la physique quantique, on va bien la calculer à l'échelle de la particule individuelle. Puis en plus, ça a un côté satisfaisant, cette particule individuelle. C'est une belle manip, modèle pour un physicien. Ça permet de vraiment contrôler la physique quantique et de la vérifier, et on ne fait que la vérifier depuis 100 ans. Et ça permet de faire des expériences très spectaculaires, par exemple les expériences de Serge Haroche, ou des expériences de superposition d'états, ou d'intrication quantique. Elles sont magnifiques, ces expériences. Et puis, elles impressionnent tout de suite. Donc, il y a un biais qui est que les gens, très vite, quand ils parlent de physique quantique, vont aller se réfugier dans les particules élémentaires. Et je comprends bien, c'est assez normal, c'est là où ça se joue, et c'est là où on le voit, entre guillemets, bien. D'accord? Et donc, à chaque fois que des revues de science ou autres vont parler de physique quantique, les numéros spéciaux pour la science, la recherche sur la physique quantique, on va avoir 95% du journal qui va être consacré à ces expériences élémentaires, et peut-être 5% qui vont dire « Ah oui, puis il y a aussi les gens de la matière condensée qui pensent qu'ils font un peu de physique quantique, mais c'est en gros dans des gros solides et ça marche moins bien. » D'accord? Il y a cette espèce de truc que moi je ressens souvent, quand par exemple je vais faire des conférences sur la physique quantique et que je dis que je vais parler de solides, les gens sont très déçus. D'accord? Ils se disent « Ah ben non, nous on voulait le chat de Schrödinger. » Donc voilà, mon but c'est essayer de réhabiliter les solides avec vous cet après-midi. Et vous montrer comment quand même on peut faire des choses. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est que on va être obligé de faire des approximations monstrueuses pour traiter d'un solide. Bon, on va les faire. Mais que c'est pas pour ça que ça va enlever de la noblesse à cette physique. Et je veux insister là-dessus. Ça n'est pas qu'une physique de la moyenne et de l'approximation. Et vous allez voir en particulier, c'est ce que je vais vous montrer dans la deuxième moitié de mon exposé, qu'il va parfois, dans certains solides, apparaître des phénomènes qu'on ne pouvait absolument pas réduire à l'équation à une particule. Et que soudain, en mettant plein de particules, on n'a pas seulement une moyenne, une approximation et devoir s'en sortir comme on peut avoir l'émergence de nouveaux phénomènes qui n'auraient absolument pas été anticipables avec une seule particule. Voilà, c'est mon programme de la journée. Donc on va commencer avec l'atome, petit rappel de physique de l'atome et physique quantique de l'atome. Alors ça, vous êtes probablement assez familier avec l'atome, mais juste pour se le remettre en tête. Donc voilà le genre de petites animations qu'on aime bien faire nous, c'est montrer vraiment la tronche que ça a un atome. Donc c'est un noyau, autour de lui une espèce de cage électrique, et les électrons, c'est évidemment pas des particules, ça n'orbite pas, c'est des fonctions d'onde qui occupent tout le volume, et qui se superposent les unes aux autres, elles ne se mettent pas comme des oignons, elles s'interpénètrent les unes au-dessus des autres, et ça forme les atomes de la classification périodique en même temps que le noyau grossit. Et on voit en particulier que leurs orbites, c'est pas toujours des sphères, il y a les orbitales D, P, etc., etc. Donc un atome, déjà, c'est un objet compliqué, assez remarquable du point de vue de la quantique. Et la quantique dans un atome, c'est déjà quelque chose de complexe, évidemment. Alors si on la résume en quelques points, les énergies sont quantifiées, il y a des paliers, on saute brutalement d'un palier à l'autre. Les électrons ont une fonction d'onde qui obéit à l'équation de Schrödinger. Donc on va résoudre l'équation de Schrödinger en disant qu'il y a un noyau électrique au milieu, qu'il y a des électrons négatifs autour, et ça va nous donner toutes les formes de toutes les orbitales qu'on connaît en chimie, par exemple, ou dans la classification périodique. Et chacune de ces orbitales va correspondre à une énergie. Donc la forme, l'énergie. En plus, les électrons portent un petit aimant, on appelle ça un spin, d'accord, un aimant quantique, donc qui va avoir une nature quantique, lui aussi, il va être sur des paliers, il n'aura droit qu'à certaines orientations. Autre point clé dans l'atome, le principe d'exclusion de Pauli, vous n'avez pas le droit d'avoir deux électrons qui ont exactement le même état. Donc le même état, c'est à la fois la même orbitale et le même spin. Si vous voulez absolument en mettre deux avec la même orbitale, il faut qu'ils aient un spin différent, vous avez le droit à deux valeurs de spin, donc vous pouvez à la limite mettre deux orbitales pareilles, puis après il faut changer. Et c'est ça qui va faire toute la richesse du monde qui nous entoure, parce que les atomes vont être différents les uns des autres, juste parce que je ne peux pas toujours empiler les mêmes électrons. Ils doivent changer de forme et d'énergie. Ce sont des fermions, ils satisfont au principe d'exclusion de Pauli. Donc c'est ça qui va faire toute la chimie, par exemple. Et puis le principe d'incertitude d'Heisenberg, ça va faire la taille de l'atome, en gros. Un atome, vous voyez que c'est des électrons qui ont, par interaction coulombienne, envie d'aller s'effondrer sur le noyau, mais ils ne peuvent pas faire ça à cause du principe d'incertitude qui leur dit ne sois pas à un seul endroit avec une seule vitesse bien déterminée.
Donc ils vont quand même avoir une énergie cinétique qui, elle, va explorer autour de l'atome, et c'est un peu un équilibre entre ça. Leur côté, je veux aller me balader partout, parce que je ne veux pas rester coincé en un endroit, parce que je suis quantique. Et puis le côté électrique, je veux évidemment aller vers le noyau. Cet équilibre entre les deux-là va faire que l'atome, il ne fait pas 1 kilomètre, mais qu'il ne fait pas non plus un femtomètre. Il fait en gros un dixième ou quelques dixièmes de nanomètre. Et ça, avec des arguments très qualitatifs, on retrouve assez facilement la taille d'un atome juste par le principe d'incertitude d'Heisenberg. Tout ça juste pour vous dire que finalement, presque toute la physique quantique est condensée dans l'atome. Parce que l'atome, c'est déjà un objet incroyablement complexe finalement. Et je ne parle même pas de ce qu'il y a dans le noyau, parce que comme je vous l'ai dit, la physique nucléaire, la physique des hautes énergies ne m'intéresse absolument pas. Je m'intéresse aux solides, donc en gros aux électrons. Donc ça, c'est la quantique dans un atome. Et donc maintenant, je reviens à l'objectif de mon exposé, passer d'un atome à un solide. Et je vais vous montrer comment on s'y prend. Alors, les premiers à avoir tenté l'aventure, et qui étaient courageux, parce qu'à l'époque, on n'était qu'au début de la physique quantique, il faut vous rendre compte, on est au milieu, fin des années 20, et on a, alors je ne sais pas si vous les avez reconnus, il y a Pauli à gauche, il y a Heisenberg au milieu, Fermi à droite, et c'est les trois qui vont essayer d'attaquer ce problème. Et ils vont vite se rendre compte, évidemment, de la complexité incroyable du problème. Donc le premier truc qu'ils vont faire, c'est se dire, ok, ce qu'on aimerait, c'est déjà comprendre ce que c'est qu'un métal. Métal, on sent bien que c'est des atomes, ils ont lâché des électrons qui se baladent n'importe où, on va déjà essayer de comprendre ça. Donc ils reprennent un cran en arrière, ils disent, ok, qu'est-ce que c'est qu'un électron? Est-ce qu'on est capable d'écrire ce qu'est un électron? On est au début de la physique quantique, donc c'est la première chose qu'ils vont faire. Ils vont définir ce qu'est les statistiques des électrons, on appelle ça des fermions. On appelle ça justement la statistique de Fermi-Dirac, parce qu'il y avait Fermi qui était impliqué là-dedans. Et l'idée, en gros, c'est ce que je vous ai dit, c'est que ça doit satisfaire au principe d'exclusion. Vous ne pouvez pas en mettre deux au même endroit, dans le même état. Donc ça impose un peu la structure, la forme mathématique de leur fonction d'onde. On dit qu'il y a une antisymétrisation de la fonction d'onde, ce n'est pas très important ici. Le point clé, c'est que ça permet de calculer leurs statistiques et de voir comment ils vont se répartir en énergie. D'accord? Et vous allez voir que ça va nous permettre maintenant de construire un solide. Donc je ne veux pas trop détailler ça. Ceux que ça intéresse peuvent aller se replonger là-dedans. Je vais maintenant, par contre, prendre un peu plus de temps pour vous expliquer leur modèle. Et là, vous allez voir le pauvre modèle qu'ils font. Ça devrait être le bon modèle. Je prends une boîte avec des atomes, un noyau, des électrons, et j'autorise chaque atome à lâcher un électron qui peut conduire, et ça devrait faire un modèle pour un métal. Et là, vous êtes déjà foutu, évidemment, vous ne savez rien calculer là-dessus. Donc ils se disent, aucun problème, notre modèle, ça va plutôt être ça. Donc on vide le solide de tout, hein, des noyaux, des électrons, de tout, et on garde qu'un seul électron de conduction, ou de valence, ou je ne sais pas comment vous l'appelez. Par contre, évidemment, on est très rigoureux, notre modèle impose, alors le seul truc qu'ils imposent dans leur modèle, c'est que l'électron reste dans la boîte. D'accord? Donc ils mettent des conditions aux limites. Et puis évidemment, ils imposent le principe d'exclusion de Pauli, donc la statistique qu'ils viennent de calculer eux-mêmes. Et c'est tout. Alors bon, évidemment, ils savent bien qu'il n'y a pas un électron, mais qu'il y en a plein. S'il y avait un électron, il aurait des niveaux d'énergie, d'accord, quantiques. Alors vu que c'est une grosse boîte, c'est pas comme dans l'atome. Une toute petite différence, c'est-à-dire que l'atome, c'est une petite boîte, là c'est une grosse boîte, donc les niveaux se rapprochent. Donc il y a juste des niveaux plus serrés, mais c'est en gros comme dans un atome pour l'instant. En gros, c'est un atome géant, hein, une boîte vide. Par contre, il y a plusieurs électrons. Donc ils rajoutent des électrons, et là ils font ce tour de passe-passe hallucinant, ils disent oui, mais évidemment, chaque électron vit de façon indépendante, il ne voit pas les autres, il n'interagit pas avec les autres, il n'interagit pas avec les noyaux, il n'interagit même pas avec les électrons qui, eux, sont restés autour de chaque atome, et ce qui est évidemment une aberration complète. Souvenez-vous de ce qui se passe dans un solide, hein. Chaque atome touche l'atome voisin, ils font à peu près 2-3 angstroms chacun de diamètre, bourrés d'électrons et de noyaux, donc du point de vue coulombien électrique, c'est une catastrophe ce qui leur arrive. Il y a des énergies monstrueuses partout, ils ont 13 électronvolts partout autour d'eux. Donc ils devraient s'arrêter au premier noyau venu, ou être repoussés par le premier électron venu. Non, on suppose qu'ils sont libres et qu'ils ne subissent aucune interaction. Donc un modèle a priori vraiment voué à l'échec, hein. Par contre, principe d'exclusion de Pauli, si je veux mettre plusieurs électrons, ils n'ont pas le droit d'être dans le même état d'énergie. Alors on va oublier le spin, hein, c'est juste un facteur 2. À partir de maintenant, j'imagine qu'il n'y a plus de spin dans l'histoire. Donc si je mets plein d'électrons, il faut juste que je les mette sur tous les paliers qu'ils peuvent occuper. Je n'ai pas le droit d'en mettre 2 sur le même palier. Et voilà le modèle, on appelle ça le modèle des électrons libres, donc un modèle relativement peu sophistiqué. Et ils vont essayer de calculer ce qui se passe avec ce modèle-là. Alors on voit une conséquence de ce modèle immédiatement si on fait de la thermodynamique. Si on essaie de voir les propriétés de ce matériau, ou même si on veut faire conduire du courant électrique dedans, ou le chauffer, ou approcher un aimant, dès qu'on va faire une expérience physique sur cet objet-là, on ne va pas faire n'importe quoi. En réalité, seuls ces électrons-là vont être excités dans votre expérience. Pourquoi? Parce que l'excitation que vous pouvez utiliser, c'est en gros la température de la pièce, hein, c'est 300 Kelvin. Et à cette échelle-là, c'est ridiculement petit, 300 Kelvin. Ça, c'est 10 000 Kelvin à peu près. Donc 300 Kelvin, vous n'avez que ces électrons-là qui peuvent être excités. Vous pourriez me dire, et pourquoi pas ceux-là? Parce que celui-là, il ne peut pas être excité parce que c'est pris au-dessus. Il n'y a pas de place. Les seuls qui ont de la place au-dessus et qui peuvent aller sur un palier vide, ils sont tout en haut. Donc ce qui va se passer, si vous faites une expérience, ça va toujours être la même chose, c'est ça. Vous allez exciter ceux qui sont tout en haut, mais jamais ceux qui sont en bas.
Et à partir de là, Pauli fait le premier article de physique des solides quantiques. Le voilà, l'article, il est écrit en allemand. Et il va, dans cet article, calculer une propriété très simple. Il ne veut pas commencer dur. Il va calculer, quand il prend un bout de métal non magnétique, je ne sais pas, de l'aluminium, du cuivre, du potassium, quelle est son aimantation si j'approche un aimant. D'accord? Et là, le raisonnement, vous voyez, c'est très simple. Un raisonnement que des gens avaient fait avant lui, évidemment, qui est refait à l'identique, qui est de dire, les électrons portent un spin, le spin va s'orienter quand je mets un champ magnétique, et donc je peux calculer l'aimantation correspondante. À une petite nuance près. Lui, il dit, attention, le nombre d'électrons que je mets dans mon calcul, c'est certainement pas tous les électrons. C'est pas un électron par atome, c'est 100 fois moins. C'est que les électrons tout en haut. On parle des électrons au niveau de Fermi. Et donc la conséquence du calcul, elle est immédiate. Vous ne l'avez peut-être pas bien ici, mais c'est qu'en gros, les chiffres, ils trouvent 100 fois moins qu'avant. Et quand on compare à l'expérience, c'est exactement ce qu'on mesure dans l'expérience. La susceptibilité de Pauli, c'est ce qu'il est en train de mesurer ici, l'aimantation d'un métal, elle est 100 à 1000 fois moins grande que si je faisais un calcul avec un électron par atome. Ça marche très bien si je prends un électron sur 100 ou un électron sur 1000, que je prends seulement les électrons en haut de mes niveaux d'énergie. Succès incroyable. Le premier article est capable enfin de prévoir quantitativement une quantité dans un solide à partir de la physique quantique. Donc là, on pourra se dire, c'est parti. Pauli va devenir le pape de la physique des solides et lancer un immense mouvement. Alors non, juste après, il dit, je ne referai plus jamais. J'arrête. J'ai retrouvé cette phrase qui est, je n'aime pas la physique des solides, même si j'en suis à l'origine. C'est assez classe et assez méprisant en plus, vous voyez. C'est un côté, c'est facile pour moi, mais non, ça ne m'intéresse pas. Il va même dire plus tard, alors j'ai pas mis les phrases les plus désobligeantes, il en a une qui est, j'aime pas la physique des solides parce que c'est la physique du sale, la physique du désordre. Je me suis fait traduire le mot allemand par une amie allemande qui m'a dit, ouais, alors c'est sale, désordre, c'est vraiment, c'est pas noble, quoi. Qu'est-ce qu'a Pauli en tête? Je pense que Pauli, il a cette idée-là quand même, qu'on en est au début de la physique quantique, et qu'il ne faut pas s'embêter avec des problèmes où on fait des approximations monstrueuses et qui n'ont aucun sens. C'est un coup de bol incroyable que ça marche si bien le modèle. Il ne devrait pas marcher ce modèle, objectivement. Bon, ça marche tant mieux que des gens s'en emparent, mais lui, il veut revenir aux effets élémentaires de la physique quantique. Et d'ailleurs, il va y revenir et il va prévoir le neutrino. Donc quand même, il va faire des choses absolument remarquables en physique quantique. Quand il dit la physique du sale, je pense qu'il a aussi dans l'idée qu'à la fin, on va étudier un matériau macroscopique, souvent produit par un chimiste, et que... à un moment donné, il va y avoir de l'imperfection là-dedans. Ça ne sera jamais un matériau parfait, évidemment. Un atome, c'est parfait. Un atome individuel ou un électron. Un solide, non, il y aura toujours dans mon cuivre 2-3 atomes de fer, où il y aura une dislocation, où il y aura une lacune, où il ne sera pas parfaitement gravé, où il sera oxydé. Et que donc même du côté des expériences, il va y avoir des problèmes. Et du côté de la théorie, on va être dans l'approximation, et ça ne l'intéresse pas. Et je pense que beaucoup de gens pensent comme lui, et y compris encore maintenant. Donc je vais essayer de montrer que Pauli, à mon avis, n'avait pas complètement raison. Alors heureusement, il y en a d'autres qui n'ont pas pensé comme lui. Voilà par exemple une conférence convoquée par Niels Bohr, je ne sais pas si vous le reconnaissez, il est là, au premier rang à gauche, Niels Bohr. On est à Copenhague, on est à la fin des années 20, et il fait une conférence de physique des solides. Alors il y a quand même Pauli qui est au premier rang, au milieu, même si, comme je vous l'ai dit, il va abandonner la barque assez vite. Par contre, il y en a plein d'autres que vous reconnaissez peut-être moins, qui eux vont être vraiment les futurs papes de la physique des solides. Vous voyez que c'est plein de jeunes, il n'y a pas de femmes, là je dois le reconnaître. Si, il y a une femme, je crois, mais elle est cachée là, deuxième rang. Pour la plupart européens, on est vraiment dans cette école et dans ce début de la physique quantique, avec quelques grands centres de physique quantique en Europe. Je ne sais pas si vous en reconnaissez certains, ça c'est Landau, ça c'est Kramers, il y a Bloch qui se cache derrière, etc., etc. Heisenberg ici, et je ne sais pas pourquoi, mais il y a une trompette au premier rang. Peut-être que c'était le truc du chairman à l'époque pour dire le talk est fini. Et eux vont s'attaquer à ce problème-là, et c'est absolument remarquable ce qu'ils vont faire. En 10-15 ans, ils vont vraiment mettre à plat le problème et comprendre en gros l'essentiel de la physique des solides. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'ils ont fait, je vais vous montrer par contre un point clé qu'ils ont mis en place très très vite, notamment Peyerls, Wilson, ces gens-là, qui est le suivant. Souvenez-vous de mon modèle d'électron libre, il est absurde, j'ai un électron dans une boîte et j'ai oublié les atomes. Donc le premier truc que vont faire les physiciens, c'est essayer de remettre les atomes. Mais sachant bien que s'ils mettent les atomes et qu'ils veulent faire un vrai calcul ab initio, on va dire, ça va échouer, ils vont le mettre, vous savez, cette astuce du physicien, en perturbation. C'est-à-dire qu'on met l'effet des atomes, mais bien diminué pour être sûr qu'on sache le calculer. Et on va déjà regarder ce qui se passe quand on met un petit peu d'atomes. Alors si vous mettez les atomes en perturbation, en fait le calcul change très peu. Les niveaux d'énergie restent les mêmes, le nombre d'électrons reste le même, l'empilement reste le même, le niveau de Fermi reste le même. La seule chose qui change, qualitativement, c'est que de temps en temps, certains niveaux deviennent interdits. Vous voyez, vous aviez tous les niveaux, et là, il y a soudain des zones, on appelle ça des bandes interdites ou des gaps, qui vont apparaître. Et ça, c'est quand vous avez branché vos atomes, et l'effet des atomes en perturbation dans votre solide. Et a priori, ça ne va rien changer. Vous avez vos électrons qui vont toujours faire exactement la même chose, et le résultat du calcul de Pauli reste le même. Heureusement d'ailleurs, parce que vu que c'était bon avec l'expérience, il ne faut pas me mettre par terre le seul modèle qui marchait.
Il n'y a qu'un seul cas, évidemment, où ça va radicalement changer la physique du matériau, c'est si vous manquez de chance et que quand vous empilez vos électrons, vous avez juste le nombre d'électrons pour que le dernier arrive en dessous de la bande interdite. Dans ces cas-là, à l'évidence, l'énergie qu'il y a dans votre pièce, les 300 Kelvin dont vous disposez, ne vont pas suffire, y compris pour cet électron-là, qui n'a aucun niveau libre au-dessus de lui. Et donc même cet électron-là est coincé, il lui faut une très grosse énergie pour sauter. Dit autrement, il y a un poids exponentiellement décroissant en probabilité qu'il saute, donc ça va violemment affecter les propriétés du solide. Et en effet, vous venez de découvrir ce qu'est un isolant. Un isolant, c'est un matériau, on appelle ça un isolant de bande, c'est un matériau dont vous voyez, en raison très très subtile, la structure des niveaux d'énergie, une fois qu'on a branché les atomes, fait qu'il y a des électrons, tout ressemble au métal, mais le dernier électron occupé est juste en dessous de la bande interdite. Et donc on voit bien que dans la physique de l'isolant, ce qui va compter, c'est cette distance-là. Par exemple, ce qu'on appelle les semi-conducteurs, c'est juste des isolants, mais cette distance-là est plus petite. On aurait dû appeler ça des semi-isolants, je ne sais pas pourquoi on appelait ça des semi-conducteurs, mais c'est clairement des isolants. Après, on pourra jouer avec toutes les sophistications de dopage et autres, mais c'est en gros juste jouer avec ces niveaux-là. Et muni de ce modèle-là, avec ces éléments-là, avec un ou deux autres éléments, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là pour l'instant, ils vont être capables de faire le même genre de calcul que Pauli, mais pour toutes les propriétés de la matière. Et ils vont, les unes après les autres, arriver à calculer les propriétés des solides à partir d'un modèle purement quantique. Vous voyez bien qu'avec un modèle classique, vous n'auriez absolument pas les résultats qu'ils vont trouver. Et en les comparant à l'expérience, ils vont se rendre compte que ça marche remarquablement bien. Alors, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir calculer, mesurer et comparer? Ça, on l'a déjà vu, la conduction électrique. Pourquoi certains matériaux conduisent et d'autres sont isolants? Et puis la forme de cette conduction électrique en température, et puis sa valeur. Tout ça, on ne le comprenait pas du tout jusque-là. On avait le modèle de Drude, mais qui ne marchait pas, parce que quand on mettait le nombre d'électrons dedans, on ne trouvait pas la bonne valeur. Eux vont le comprendre. Parce qu'évidemment, le nombre d'électrons ne va plus être, etc., etc. Ils vont être capables aussi, avec le principe d'exclusion, de comprendre pourquoi le solide est solide. C'est un truc qu'on ne comprenait pas du tout jusqu'à présent. Les atomes sont essentiellement du vide, d'accord, en 99, je ne sais pas combien de pourcents de vide, puisque le noyau, c'est là où il y a toute la matière de façon dense, et il compte pour, vous voyez, le diamètre, c'est un 100 millième de la taille d'un atome. Donc un atome, c'est essentiellement du vide, avec ces électrons qui sont là en probabilité. Pourquoi les atomes ne peuvent pas se traverser les uns les autres, et pourquoi ma main ne peut pas traverser mon autre main, en gros. D'accord? Bien, ça, c'est dû au principe d'exclusion. Si vous avez construit chaque atome de la même manière, avec les mêmes règles du jeu, vous avez à chaque fois commencé avec le même électron, orbital S de l'atome d'hydrogène. Et donc quand vous approchez deux atomes, quels qu'ils soient, partout dans l'univers, et que vous essayez de les faire se rentrer l'un dans l'autre, non, principe d'exclusion, cet électron orbital S de l'hydrogène ne veut pas passer dans celui-là, il s'exclut l'un l'autre, donc il y a non-pénétration des deux atomes, la matière est solide et ne se traverse pas avec la main comme ça. L'interaction lumière-matière, si vous avez un solide et que vous avez les structures d'énergie dont je vous ai parlé, vous pouvez calculer ce que fait la lumière là-dessus. La lumière, c'est des grains, en physique quantique, des photons qui ont une énergie. Il va falloir regarder ce que cette énergie fait par rapport au niveau d'énergie que je vous ai montré avant. Il va falloir regarder ça à la fois pour l'atome, qu'il faut reconsidérer dans cette histoire, ou dans un métal pour les électrons de conduction. Et quand on fait ça, on va être capable de comprendre, par exemple, les couleurs, et plus généralement les propriétés optiques de la matière. Pourquoi certaines matières réfléchissent et d'autres absorbent. Pourquoi ma chemise est bleue ici alors que ce micro est noir. Et ça va être des raisons quantiques, soit liées aux atomes qui composent votre matériau, les pigments de ma chemise par exemple, soit liées à la structure d'empilement des électrons dans les métaux. Le spin des électrons, lui, va vous permettre de comprendre le magnétisme, évidemment. Alors ça vous permet de comprendre les propriétés magnétiques de toute la matière, et en particulier, ça vous permet de comprendre un truc qu'on ne comprenait pas jusqu'à présent, pourquoi certains matériaux sont des aimants. Alors les aimants, c'est quoi? C'est quand tous les spins de tous les électrons s'alignent bien. Mais les aimants, vous le voyez, c'est un peu plus subtil que ça. Ce qui va compter, ce n'est pas du tout tous les spins de tous les électrons, mais ceux qui sont au niveau de Fermi. Le magnétisme du fer, par exemple, on va le comprendre parce que certains électrons au niveau de Fermi vont avoir leurs spins qui vont s'aligner, qu'il y en aura plus comme ça que comme ça. Donc à la fin, finalement, vous avez un pôle sud et un pôle nord dans votre matériau, c'est un aimant. On va comprendre la nature magnétique de certains matériaux, les aciers, le fer, le nickel, etc., uniquement à partir des années 30-35, avec ce genre de modèle. C'est en particulier Heisenberg qui va beaucoup aider à ça à nouveau. Parce que lui n'a pas abandonné le navire. On va comprendre les différents types de magnétisme, ferromagnétisme, antiferromagnétisme, ferrimagnétisme. Et puis les liaisons chimiques, à partir du moment où on a compris la nature des électrons, la forme des orbitales, on peut comprendre comment elles s'accrochent entre elles. Est-ce qu'elles vont s'accrocher avec du Van der Waals, avec de la covalence, avec un lien ionique, etc., etc. Et ça va vous dire pourquoi certains matériaux sont plus solides que d'autres, ou comment on peut en casser certains par rapport à d'autres. Je vous ai mis ici un bout de charbon. On sait bien que le charbon, quand on le casse, il se clive. Vous savez, il se casse par plaques comme ça.
parce que les liaisons chimiques sont plus solides dans le plan des atomes de carbone que entre plans d'atomes de carbone. Dans un cas, c'est Van der Waals, dans l'autre cas, c'est covalent. La chimie quantique va permettre de comprendre les propriétés mécaniques de la matière et pourquoi certains matériaux tiennent mieux que d'autres. Pourquoi le diamant, c'est plus solide que le charbon. Donc je dirais un tour de force absolument remarquable. La physique quantique, en 10-15 ans, comprend enfin les solides, 2000 ou 3000 ans après le début des sciences. Et j'en ai fini avec la première partie de mon exposé, où on a tout compris, on est heureux, on est fin des années 30, on se congratule et on s'arrête. Et arrivent maintenant, évidemment, tous les cas qui échappent à cette description et qui vont m'intéresser, tous les cas de recherche un peu plus modernes. Et j'en ai choisi 3 ou 4, de façon absolument arbitraire, c'est ceux qui m'amusent. Mais il y en a évidemment des dizaines d'autres. À chaque fois que vous irez dans un laboratoire de physique de la matière condensée, vous trouverez des exemples de solides qu'on va essayer de domestiquer, mais qui vont en général échapper aux règles de base que je viens de vous énoncer. Et moi, je vais essayer de vous montrer 3 ou 4 manières qu'ont les solides d'échapper à cette description simple. Donc je vais exprès prendre les exceptions, en gros. D'accord ? Alors, première manière de trouver des exceptions, allez reprendre tous les solides qu'on a dans le labo et les mesurer et regarder si les propriétés marchent et si on trouve les bonnes choses. Et un cas assez amusant, c'est le graphite. Alors j'aime bien parler du graphite, parce que le graphite, pour le coup, vous pouvez le montrer en classe. Il y a une petite expérience toute bête, hein, je ne l'ai pas amené avec moi, mais qui coûte 40 € sur Internet, ou 30 € à acheter, qui est vendu par Supermagnet et par plein d'autres sites. Donc en gros, l'expérience, c'est juste, vous voyez, vous avez des petits aimants, une petite plaque de graphite, puis ça, c'est juste pour retenir la plaque. Donc ça, c'est une expérience pour mesurer le magnétisme d'un bout de charbon, un bout de graphite. Donc le graphite, c'est quoi? C'est du charbon, mais vous avez proprement mis les atomes les uns au-dessus des autres. Du charbon bien structuré. Ben, si vous mettez un bout de charbon, donc de graphite, au-dessus de 4 aimants comme ça, c'est absolument remarquable, ça l'évite. Alors c'est une expérience que je ne montrais absolument jamais avant, parce que vu que j'étais le pape de la vulgarisation de la supraconductivité, ce truc-là nous détruisait toutes nos expériences de supraconductivité, où il fallait amener de l'azote liquide et des tas de trucs très sophistiqués, alors que voilà, vous prenez un bout de charbon, ça marche très bien. Alors quand même, la supra, c'est bien, je vais vous montrer après pourquoi. Déjà parce qu'il y a l'azote liquide et c'est toujours très spectaculaire. Là, il n'y a même pas besoin d'azote liquide. Ça vous montre que le graphite a des propriétés mécaniques tout à fait troublantes par rapport aux matériaux dont on a l'habitude. Il s'oppose au champ magnétique. On parle d'un matériau diamagnétique. Ça n'a rien de surprenant, hein. Vous-même, vous êtes diamagnétique. Si j'avais des aimants suffisamment puissants, je pourrais vous faire flotter. On a déjà fait ça avec des grenouilles ou avec des fraises, par exemple. Vous tapez Levitating Frog sur YouTube, vous allez trouver des grenouilles qui flottent dans des champs magnétiques. On ne sait pas le faire avec vous parce qu'il faudrait des champs magnétiques trop importants par rapport à ce qu'on sait faire dans les labos actuellement. Mais ça, c'est parce que le diamagnétisme de votre corps, il est ridicule, il se joue à l'échelle de l'atome. Il est 100 à 1000 fois plus faible que ce que vous voyez là dans le graphite. Dans le graphite, là, il se passe quelque chose de tout à fait étonnant. Les électrons, de façon collective, vont former des espèces de boucles géantes qui vont arriver à s'opposer au champ magnétique et à former un diamagnétisme métallique tout à fait surprenant, qu'on a compris que dans les années 60-70. Mais c'est encore un truc vieux. Je vais vous montrer une recherche qui se fait actuellement sur le graphite. Vous montrer qu'il y a des chercheurs qui bossent sur le graphite encore aujourd'hui. Donc c'est Kamran Benia et Benoît Fauquet qui travaillent à l'ESPCI. Et alors eux, ils adorent mesurer les propriétés magnétiques justement du graphite, mais ils veulent faire encore mieux que la manip précédente. Donc ils vont là où on fait les champs intenses, les plus intenses au monde, notamment à Toulouse. À Toulouse, il y a un labo de champs intenses. Alors si vous allez dans la cave, c'est ça. C'est des capacités. Donc ce qu'ils font, c'est un peu bourrin, hein. Ils chargent des capacités électriquement. Puis à un moment donné, ils mettent une sonnerie en route, donc il faut tous sortir du labo. Et ils balancent en 1 milliseconde tout le courant dans une bobine mise dans l'azote liquide. Donc ça fait bouillir l'azote liquide, ça crache un courant monstrueux qui fait un champ magnétique monstrueux et ça dure quelques millisecondes. Donc il faut mesurer très vite. Puis après on rentre tous dans le labo et on attend 1 heure. Alors on n'attend pas 1 heure que les capas se rechargent, on attend 1 heure que ça refroidisse. Parce que la bobine chauffe monstrueusement quand vous faites ça, par induction, par effet Joule. Et donc il va falloir attendre qu'elle refroidisse pour recommencer à nouveau 1 heure après et tout le monde ressort. Donc vous faites 12 points par jour, ou 24 points si vous bossez la nuit. Avec ça, vous allez pouvoir mesurer l'effet d'un champ magnétique énorme. Alors c'est quoi énorme, hein? Vous vous souvenez, le champ magnétique, on le compte en Tesla. Le champ de la Terre, c'est plutôt en Gauss, c'est 10 puissance moins 4 Tesla en gros, hein, ou 10 puissance moins 5 Tesla, ça dépend où vous êtes sur Terre. Donc 1 Tesla, c'est déjà monstrueux, hein, c'est déjà en gros 10 000 fois le champ de la Terre. Dans ces manips-là, on s'est monté jusqu'à 100 Tesla. Alors quand on dit 100 Tesla, ça semble pas énorme, c'est énorme, hein, c'est 1 million de fois le champ de la Terre. D'accord? Là, il ne faut pas porter de pacemaker ou pas avoir d'objet magnétique. Et voilà ce qu'ils vont mesurer. Ils vont mesurer les propriétés électriques du matériau, la résistance dans du graphite, en fonction du champ magnétique. Vous voyez, un truc quand même assez élémentaire. Et quand vous faites ça, vous ne trouvez pas du tout des courbes élémentaires, vous trouvez des espèces de cloches très surprenantes. Et notamment, je ne sais pas si vous voyez l'accident monstrueux à 55, 53, ici. Alors, regardez les températures, les différentes couleurs, ces différentes températures, on est très près du zéro absolu. Souvent, dans la physique des solides, on aime se mettre très près du zéro absolu pour révéler vraiment les propriétés quantiques de la matière. Là, on est à 1,5 degré du zéro absolu.
On faut être sûr que le champ n'a pas chauffé l'échantillon pendant la mesure, mais ils s'en sont assurés. Et donc, ce qu'on peut juste dire en regardant cette expérience, hein, si vous lisez l'article, ils disent « Les électrons ont l'air d'adopter un nouvel état de la matière, déjà ici où il y a cette espèce de cloche à laquelle on ne comprend rien, et là où c'est encore pire, regardez, en plus on est en échelle log. » Il y a un gros débat pour savoir ce que font les électrons dans le graphite, et on n'est pas d'accord actuellement. Il y en a qui pensent que les électrons, leur charge électrique forment des espèces de vagues, on parle d'ondes de densité de charge. D'autres pensent que pas du tout, qu'en réalité, il y a des raisons topologiques qui font que les électrons vont se mettre au bord du graphite, et conduisent seulement sur les bords, et que c'est ça qui donne des propriétés très étranges quand on mesure l'effet d'un champ magnétique. Et il y a tout un débat actuel, que je tranche absolument pas. Je veux juste vous montrer que sur un matériau aussi débile que du charbon, en mesurant une propriété très simple, qui est juste la résistance d'un bout de charbon quand on met du champ magnétique, il y a encore des phénomènes qu'on ne comprend pas à l'heure actuelle dans les modèles les plus sophistiqués. Alors, je vais essayer de ne pas être aussi frustrant dans toute la suite, mais ça risque d'être impossible. Deuxième manière d'avoir des solides étranges, tenir compte des interactions. Alors qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Évidemment, il y a un truc que j'ai complètement négligé, vous vous souvenez, hein, au début j'avais ma boîte vide, donc j'avais tout négligé. Puis après j'ai remis l'effet des atomes délicatement, apparition de bande interdite. Mais il y a un truc que j'ai gardé sous le tapis depuis le début, c'est les autres électrons. D'accord? Je n'ai pas tenu compte de l'interaction entre l'électron que je regarde et les autres qui évidemment sont aussi dans la boîte, mais sont nombreux. Parce que ça, c'est une vraie galère. C'est très compliqué, on ne peut pas le faire en perturbation, et c'est des effets coulombiens, hein, moins repousse moins, qui sont énormes. Celui qui a réussi à faire ça pour la première fois, en fait, il était sur cette photo, c'est lui, c'est Lev Davidovich Landau, qui, dans les années 50, écrit ce merveilleux article, en russe, « Théorie des liquides de Fermi ». On rend à nouveau hommage à Fermi, on devrait appeler ça théorie des liquides de Landau. Il va réussir le tour de force de calculer l'effet des interactions. Et à sa grande surprise, mais finalement vous allez voir que ce n'est pas une si grande surprise que ça, le résultat est incroyablement simple. Le résultat, quand on tient compte de toutes les interactions entre l'électron et ses voisins, c'est que l'électron reste en gros comme un électron, sans voisin. Il se comporte comme un électron libre. Alors, évidemment, il n'est pas libre. Il est avec plein d'interactions. Alors les physiciens disent qu'il s'habille de ses excitations et qu'il devient un quasi-électron. Il devient une quasi-particule. Et le calcul montre que finalement, il se comporte comme un électron libre, à une petite nuance près. Sa masse ne va pas être celle d'un électron libre. Si vous mesurez sa masse, par exemple, par une mesure d'effet Hall, vous allez trouver une masse souvent plus lourde que celle des électrons libres. Et le fait qu'il soit lourd vous dit qu'en fait, il a interagi avec ses voisins. Donc en mesurant la masse, vous savez à quel point il a interagi avec les voisins. Par exemple, dans des composés à base d'uranium appelés fermions lourds, un électron pèse 100 à 1000 fois plus qu'un électron dans le vide. Des espèces d'électrons éléphants qui ont beaucoup de mal à se déplacer dans le solide. Parce qu'en fait, ils ne sont évidemment pas libres, ils interagissent avec tous les autres. Alors pourquoi c'est un résultat heureux? Parce que ça confirme a posteriori Pauli et tous les copains des électrons libres. Il n'y avait aucune raison que le modèle d'électrons libres marche. Seulement 20 ou 30 ans après, on comprend pourquoi il marchait et pourquoi, une sorte de coup de chance, il marchait parce que de façon très élégante, en réalité, toutes ces interactions faisaient que finalement, ils se comportaient comme des électrons libres. Ça, c'est vraiment un coup de chance pour les physiciens des années 30, parce que sinon, ils n'y seraient jamais arrivés. Et ça, c'est ce qu'on appelle les liquides de Fermi. Alors, il y a une manière très élégante, un peu moderne, de mesurer ces liquides de Fermi, c'est d'aller dans un synchrotron. Ici, je vous ai mis le synchrotron Soleil, hein, parce que c'est tout près de mon labo, mais il y en a d'autres, il y en a un à Grenoble notamment. Donc un synchrotron, c'est une ligne de lumière. Vous avez des électrons qui sont accélérés, qui crachent une lumière très intense, et vous vous mettez sur un des trajets tangents à la ligne, et vous récupérez de la lumière, vous mettez plein de blocs de béton partout autour pour vous protéger de toutes les irradiations, et vous récupérez cette ligne de lumière, vous la filtrez, vous choisissez la fréquence que vous voulez, la caractéristique de lumière que vous voulez, vous mettez votre échantillon, vous le mesurez, et vous avez en général une mesure très fine et très précise de l'effet de la lumière sur un échantillon. Donc il y a plein d'expériences très différentes, des rayons X, de la spectroscopie et autres. Il y en a une en particulier, ce qu'on appelle la photoémission, résolue en angle. L'idée, c'est d'utiliser l'effet photoélectrique. Vous savez, l'effet photoélectrique, c'est que j'envoie un photon, ça arrache un électron. D'accord? C'est ce qui est responsable des cellules photovoltaïques, c'est ce qui a été expliqué par Einstein en 1905. Mais le truc intéressant là-dedans, c'est que si vous regardez dans quelle direction l'électron part, et puis quelle est son énergie, vous êtes capable de reconstituer en quelque sorte ce qui se passait dans le métal, et de retrouver les caractéristiques du métal. C'est une sorte de signature du métal. Vous voyez, pour voir ce que vaut un métal, vous lui balancez de la lumière très intense, ça arrache des électrons, et vous regardez les caractéristiques de ces électrons. Si vous faites ça dans un métal normal, par exemple dans du cuivre ou dans du molybdène, voilà ce que vous voyez. Vous voyez un pic, d'accord, en énergie. C'est-à-dire qu'en gros, j'arrache des électrons quand je suis près de zéro. Mais regardez bien l'échelle, c'est E moins EF. EF, c'était l'énergie de mon dernier palier. Donc là, je suis juste en train de dire que les seuls électrons que j'arrive à arracher bien, ils sont tout près du dernier palier. Aucune surprise. C'est agréable de se le reconfirmer. Ce que Landau dit quand même, c'est un peu plus subtil. Landau dit, attention, ce pic-là, moi je sais le calculer théoriquement. Et quand on le calcule théoriquement, il devrait être infiniment fin si votre métal était parfait. Parfait au sens où c'est des électrons libres sans interaction.
Quand vous allez brancher les interactions, vous allez brancher la réalité physique du matériau, le pic va un peu s'élargir. Ça ne sera plus un pic infiniment fin, on va parler d'un pic de quasi-particules. Votre électron, c'est presque un électron, mais il est un peu plus élargi, donc vous avez un pic. Et en regardant la forme de ce pic, en regardant comment il se déplace en température, sa largeur, etc., on va se renseigner sur ces quasi-électrons. Et on va apprendre tout ce que Landau nous dit théoriquement. Et puis au passage, Landau est capable de calculer à basse température la résistance d'un métal et il trouve qu'elle doit être en T carré. Alors vous, souvent, peut-être, vous mesurez la résistance d'un métal, par exemple dans du platine, et vous la voyez linéaire en température. Ça, c'est lié aux vibrations des réseaux. Mais quand vous êtes à très basse température et que le réseau ne vibre presque plus, la courbe, en général, elle s'aplatit comme ça. Alors elle n'arrive pas à zéro, hein, elle n'est pas loin de zéro, mais elle n'est pas à zéro parce qu'il y a toujours des défauts dans le matériau qui résistent. Mais par contre, elle courbe en T carré. Donc ça, c'est les deux grandes conclusions de Landau, vérifiées expérimentalement depuis. On appelle ça les liquides de Fermi. Et depuis le milieu des années 80, on a découvert des solides qui ne marchent plus du tout et qui ne sont plus des liquides de Fermi. Et ça, c'est un gros problème pour tout le monde. Et je vais vous montrer le plus bel exemple de ça, celui qui a le plus agité la communauté, découvert par Bednorz et Müller dans les années 80. C'est ce matériau-là. Donc c'est un cuprate extrêmement simple cristallographiquement. Regardez juste les bleus et les rouges. Les bleus, c'est du cuivre, les rouges, c'est des oxygènes. Au milieu, c'est des terres rares. Ça forme des carrés. D'accord ? Alors ces cuprates-là, on les connaît bien parce que c'était jusqu'à il y a très peu les meilleurs supraconducteurs qui existent. Si vous prenez un de ces cuprates-là, c'est la pastille noire. Vous achetez ça pour 30 € sur Internet. Vous mettez un petit aimant dessus, vous mettez de l'azote liquide. Vous achetez chez SOS Azote ou Air Liquide pour quelques dizaines d'euros et ça flotte. Là, cette manip vous montre que ce n'est pas juste de l'induction, hein, parce que je n'ai rien fait changer au cours du temps, juste l'état thermodynamique. Et soudain, un supraconducteur expulse les champs magnétiques. Mais c'est absolument pas ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Alors, ça juste au passage, 2 points là-dessus rapidement. On ne sait toujours pas pourquoi ces matériaux sont supraconducteurs. C'est un des plus grands sujets actuellement de la physique et des plus discutés. J'ai moi-même pendant 20 ans de ma vie travaillé sur cette pastille noire et sans avoir compris plus que les autres. Deuxième point, je vous ai dit, jusqu'à il y a peu, c'était les meilleurs supraconducteurs. Il se trouve que tout récemment, on a découvert dans du H2S, vous savez le truc qui pue dans l'œuf dur là, que quand on le mettait sous une pression monstrueuse, 1 million de bars, en gros la pression qu'il y a au centre de la Terre, il devenait supraconducteur à 205 Kelvin. Meilleur supraconducteur encore que cela. Et alors dans celui-là, pour le coup, on a tout à fait compris ce qui se passe, ça a l'air complètement classique. C'est de la supraconductivité complètement traditionnelle, vibration des atomes, les électrons s'attirent à travers les vibrations des atomes, etc. Il n'y a qu'une seule équipe qui a réussi à le faire pour l'instant, parce que c'est vraiment une prouesse technologique de faire ça. Et les autres essayent de reproduire actuellement le résultat. Je reviens aux cuprates. Les cuprates vont m'intéresser là pour ce qui se passe quand ils ne sont pas supraconducteurs. Parce qu'évidemment, les physiciens découvrant ce matériau incroyable se sont dit, pour comprendre la supraconductivité, allons voir, quand il n'est pas supraconducteur, quel genre de métal c'est. Est-ce que c'est un métal ou un isolant? C'est un métal. Où est son niveau de Fermi? Comment sont ses structures en énergie? Est-ce qu'il a un pic de quasi-particules? Vous voyez, on était formaté avec l'idée de, on va aller retrouver quel genre de liquide de Fermi c'est. Et là arriveront les surprises. Vous vous souvenez, ça c'est du cuivre. Voilà le cuprate. Bon, c'est un métal, hein, ça descend quand je refroidis, sauf que ça descend linéairement. Aucun modèle de liquide de Fermi ne permet de comprendre pourquoi ça descend linéairement. Un truc aussi bête que la résistance électrique. Et là, vous avez remarqué, je n'ai pas parlé de supraconductivité. Ils ont tué la supra dans celui-là exprès pour pouvoir descendre très bas. Pic de quasi-particules, ils ont refait la même expérience. Ça, c'est l'expérience qu'on arrive à faire que depuis quelques années. Elles étaient vraiment délicates à faire. Et voilà la réponse. Il n'y en a pas. Il n'y a plus d'électrons dans le cuprate. Il y a des électrons, évidemment. Mais ces électrons ont perdu leur nature électron. On ne peut plus parler de quasi-particules. Leurs interactions sont tellement importantes qu'on ne sait plus bien ce que c'est. C'est devenu d'autres objets que des quasi-particules. Et donc tous les théoriciens et les expérimentateurs s'écharpent actuellement sur qu'est-ce que sont devenus ces électrons dans ce cuprate. Et qui fait qu'en plus, ils forment la meilleure supraconductivité qu'on connaisse à pression ambiante. Alors pourquoi? La raison, je peux vous l'expliquer, je ne vais pas vous donner la solution, mais la raison à ça, c'est qu'il y a énormément d'interactions, bien plus que dans un solide normal. Vous vous souvenez de la structure en atome que je vous ai montrée en carré? Je ne vous ai pas montré les orbitales. En fait, c'est les orbitales P et D qui font que les électrons ils sont coincés sur les arêtes des carrés. Donc ils interagissent bien plus entre eux que dans un métal normal. Dans un métal normal, en gros, un électron il se balade, il y en a d'autres évidemment partout, mais chacun a le droit d'aller où il veut. Donc on peut imaginer qu'il s'évite plus ou moins, même si c'est dit de façon un peu caricaturale. Dans ces matériaux-là, je les coince sur les rues de New York. Donc ils ne vont pas arrêter de se croiser au carrefour. Donc il va y avoir des interactions coulombiennes énormes. On appelle ça des systèmes d'électrons fortement corrélés. Et c'est une façon élégante de dire qu'on sent bien que le liquide de Fermi lui-même va avoir un problème. Et donc les physiciens ont appelé ça des, vous allez voir le nom, non liquide de Fermi.
On n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un nom parce que chacun a sa théorie. Il y a le liquide de Fermi marginal, il y a l'état RVB, il y a etc., etc. Donc, je pourrais vous en sortir 10 ou 15. Mais vu que personne n'est d'accord et qu'aucune théorie pour l'instant ne marche avec tout le faisceau expérimental et n'a recueilli le consensus de la communauté, la meilleure manière qu'on a de les baptiser, c'est de dire que c'est des noms liquides de Fermi. Et encore, il y en a qui ne sont pas d'accord et qui disent non, non, ils sont seulement marginaux. Donc liquides de Fermi marginaux. Bon voilà, vous sentez les nuances. Un exemple de recherche moderne là-dessus, alors là, il y en a évidemment plein. Et j'ai pris un malin plaisir à exprès ne pas en prendre une de physique des solides, pour une fois. Alors vous allez me dire, mais on fait de la physique des solides, là on parle de cuprate, c'est une céramique. Hein. On a parlé beaucoup, je crois, vous avez parlé vous-même ce matin de céramique, on est à Limoges. Là c'est vraiment une céramique. Je vais vous montrer un résultat qui est sorti dans la revue Science ou Nature, je ne sais plus, il y a 3 mois, et qui essaye d'aborder ce problème de façon tout à fait originale, en suivant l'idée de Feynman. Feynman avait eu une idée assez géniale au milieu des années 80, qui était l'idée de l'ordinateur quantique. En fait, c'est une idée bien plus profonde que simplement l'ordinateur quantique, c'était l'idée de la simulation quantique. La phrase en anglais, alors je vous la traduis, c'était « La nature n'est pas classique, la nature est quantique. » D'accord? Damit, donc bon Dieu, enfin je ne sais pas comment il disait ça, hein, c'est Feynman. Et il disait, si vous voulez faire une simulation de la nature, donc par exemple simuler le comportement des électrons dans un cuprate, bah vous avez intérêt à la faire de façon quantique. Un modèle classique va échouer. Alors dit comme ça, on se dit, ouais, bon, c'est pas génial de penser ça. En fait, ce qu'il est en train de vous dire, un peu plus loin dans ce même article fondateur, c'est que vous allez avoir un problème si vous prenez un ordinateur classique, c'est ce que je vous ai expliqué avant. Mais deux manières de vous en sortir sont les suivantes. La première, c'est de faire un ordinateur quantique. C'est-à-dire que les éléments même de calcul de votre ordinateur soient quantiques, donc respectent les lois de la quantique, donc simulent très bien un objet quantique. L'autre manière, c'est, prenez même pas un ordinateur, prenez n'importe quel système de physique quantique, on s'en fout que ce soit un ordinateur ou pas, qui soit gouverné par les lois de la quantique. Si vous arrivez à lui faire reproduire ce qui se passe dans votre solide, vous avez inventé un simulateur quantique. Eh bien, des physiciens ont réussi à faire un simulateur quantique des cuprates il y a 3 mois, et je vous le présente. Donc c'est ça. Alors pour moi, qui suis physicien des solides, c'est hyper décevant, il n'y a plus d'azote, il n'y a plus d'hélium, il n'y a que des lasers et de l'optique, en gros, c'est de l'optique quantique. Donc c'est des physiciens des atomes ultra froids qui vont être capables de piéger les atomes dans des réseaux de pièges. Donc ils savent, avec toutes les techniques inventées notamment par Cohen Tanucci, avec des lasers et des champs magnétiques, immobiliser quasiment des atomes dans un gaz, en les séparant les uns des autres. Ce qu'ils savent faire en plus, c'est les mettre où ils veulent. Ils savent faire, je ne sais pas, un cœur, si vous voulez, où il y a plein de figures. Et ils savent en particulier faire des carrés, comme les carrés tout à l'heure de mon système. Alors voilà un exemple. Donc ça, c'est pas un jeu d'ordinateur des années 80, c'est vraiment des atomes qu'on mesure par fluorescence et qu'on laisse bouger entre des pièges. Vous les voyez sauter brutalement d'un piège à l'autre? Donc soit ils sautent par effet tunnel, soit par effet thermique. Donc à partir de là, ils vont arriver, avec tout un jeu très astucieux d'optique quantique, à reproduire les interactions des électrons dans la matière. Le fait que les électrons se repoussent. Alors eux, c'est sur des atomes, donc les atomes, c'est ce qui simule les électrons. Mais le truc un peu tortueux. Donc on se dit, mais pourquoi ils font ça? Parce que c'est génial, maintenant, juste avec des rayons laser, vous pouvez par exemple changer la distance entre atomes. Vous pouvez changer le nombre d'électrons que vous mettez. Vous pouvez contrôler tous les paramètres de la chimie sans avoir besoin de refaire un échantillon à chaque fois. Et vous pouvez simuler ce qui se passe. Alors dit comme ça, on se dit, bah voilà, on va faire plus que ça. Alors non, ça foire quand même un petit peu. C'est compliqué. Mais voilà, premier article qui a réussi un peu à le faire bien, on va dire. Donc en gros, ce que vous voyez là, cette figure-là, c'est leur simulation. Donc c'est des atomes sur un réseau carré. Et ils vont être capables, avec des tas d'astuces que je ne détaille pas, de faire varier le nombre d'électrons dans le système, donc de se balader sur un diagramme de phase comme en chimie. Et là, ils ont eu le culot de mettre notre diagramme de phase à nous, celui des physiciens et des chimistes, où nous, on fait changer en général le nombre d'oxygène ici, ça fait changer le nombre d'électrons et on a plein de phases. Là, pour la première fois dans un article d'optique quantique, ils se baladent dans ce diagramme de phase en faisant plusieurs échantillons. Et ils essayent de voir la physique en jeu. Alors pour l'instant, ils n'ont toujours pas vu la supraconductivité, mais ils ont déjà vu les états magnétiques qu'on voit dans ces diagrammes de phase. Et donc il y a plein d'espoir que ces simulateurs quantiques permettent d'aider à comprendre notamment la supraconductivité à haute température. Ce qui me semble intéressant dans cet exemple, au-delà du point technique, c'est qu'on a deux communautés qui se rencontrent depuis quelques années, la communauté de l'optique quantique et la communauté de la physique des solides, et qui maintenant bossent ensemble. Les théoriciens maintenant bossent beaucoup dans les deux champs, et les expérimentateurs commencent à beaucoup dialoguer ensemble. Et c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Troisième exemple, on oublie les interactions maintenant, mais on réduit la dimension. Donc on prend un solide et puis on le découpe et on garde qu'une tranche. Donc dit comme ça, c'est facile. Alors là, la thermodynamique vous l'interdit, mais radicalement. Si vous calculez en thermodynamique ce matériau-là, construit atome par atome, il va se mettre à vibrer, à fluctuer et à s'écrouler. Ça n'est pas stable. Il y a deux physiciens qui se sont dit, on va quand même tenter. C'est eux qui avaient fait d'ailleurs léviter les grenouilles avant. Donc ils avaient déjà... Ils faisaient des réunions du vendredi soir où ils disaient, le vendredi soir, on se lâche, on a le droit de proposer tous les trucs cons. Donc un vendredi soir, ils ont proposé, allez, on fait flotter des trucs. Et un autre vendredi soir, ils se sont dit, et si on faisait un bout de graphite avec un seul atome d'épaisseur?
Donc ils ont essayé, ils ont payé un stagiaire pour polir du graphite. Je suis sûr. Donc le stagiaire a poli du graphite, ça n'a absolument pas marché, il arrivait péniblement à 100 micromètres, c'est déjà une prouesse. Et le collègue de la pièce d'à côté, qui faisait la microscopie, leur a dit, mais nous, dans nos microscopes sous ultravite, ce qu'on fait, c'est jamais ça. Nous, ce qu'on fait, en général, c'est qu'on prend un bout de scotch, on se met sur le graphite, on tire d'un coup, et ça arrache des plans de graphite. Et vous voyez, vu que le graphite, il est comme ça, quand vous allez le casser, bah, vous allez couper toujours entre deux plans. Donc ils se disent, tiens, si on faisait ça avec plein de bouts de scotch, est-ce qu'à la fin, on ne resterait pas avec une seule planche? Donc ils le font, et ça marche. C'est stupéfiant que ça. Ils trouvent du graphène. Ils découvrent le graphène. Alors on peut se dire, mais est-ce que les thermodynamiciens se plantaient? Non. Les thermodynamiciens, ils construisaient leur modèle atome par atome. Là, ils ne font pas du tout ça. Ils partent d'un solide et puis ils le découpent. Donc évidemment, ils ne testent pas la stabilité. Ils sont sur un bout de scotch, tranquille, peinard. Il se trouve qu'effectivement, si vous isolez du graphite entre deux plots d'or, par exemple, il vibre, il fluctue, mais il ne casse pas. Et à partir de là, ce qui leur vaudra le prix Nobel après, c'est pas seulement d'avoir découvert le graphène, mais d'avoir fait des mesures physiques dessus. Les premiers trucs qu'ils vont faire, c'est mesurer est-ce que c'est un métal ou pas. Hein, vous connaissez le truc. Alors je vais vous le représenter un tout petit peu différemment. Je vous ai mis des paniers en énergie, mais on peut aussi tracer l'énergie en fonction de la vitesse. Un truc qu'on sait faire en physique. En général, si vous prenez une voiture sur l'autoroute ou n'importe quoi et que vous tracez l'énergie cinétique en fonction de la vitesse, vous trouvez E égale 1,5 de mv2. Et bien si vous faites ça dans du cuivre, ça marche aussi très bien. Vous trouvez E égale 1,5 de mv2, c'est la parabole ici. La seule nuance, c'est que là, évidemment, il y a plein de petits paliers, mais vous ne les voyez pas parce qu'ils sont très serrés. Donc la courbe est quantifiée, mais ça reste vrai. Donc ils ont fait ça dans le graphène pour vérifier s'ils avaient un métal ou pas et si les électrons se comportaient comme les électrons d'un métal. Et voilà ce qu'on mesure. Pas du tout E égale 1,5 de mv2. On mesure E égale quelque chose fois V, quelque chose de linéaire. On va parler de cône de Dirac. Alors pourquoi? Parce que vous voyez que si vous prenez cette figure et que vous l'engendrez à 3 dimensions, vous avez un cône. Enfin, deux cônes l'un au-dessus de l'autre. Donc la physique des cônes de Dirac, elle est assez marrante. C'est un matériau qui n'est ni isolant, ni métallique. Hein. Ce n'est pas des paraboles, c'est des droites. Il n'y a pas de bande interdite. Ça se coupe juste là. Il n'y a pas de trou entre les deux. Ça s'arrête juste en bas. Donc on ne sait pas dire ni si c'est un isolant, ni si c'est un métal. C'est un autre matériau, un autre état. Et c'est un état très intéressant parce qu'il est gouverné par une propriété tout à fait étrange pour un électron dans un solide. E égale mv. Et ça, c'est une propriété que connaissent par cœur les gens de la physique de la relativité et des photons dans le vide. Un photon dans le vide, il a exactement cette propriété-là. Son énergie, elle est proportionnelle à sa vitesse. Donc on a des électrons qui se comportent comme en physique relativiste. Ils ne vont pas du tout vite, hein, ils vont à des centimètres par seconde, mais leurs propriétés ne sont plus du tout les propriétés des électrons dans un solide normal. Donc toute une nouvelle physique à réinventer, très intéressant, en pleine explosion actuellement, qu'on a découvert depuis dans plein d'autres matériaux que le graphène, qui est la physique des cônes de Dirac. Donc je rajoute encore un nouvel état quantique original, les cônes de Dirac. Puis je finis avec le plus dur. Avant ça, oui, à quoi ça sert? Alors la première réponse, moi personnellement, je m'en fous. Si déjà c'est un bel objet de physique fondamentale, ça suffit à mon bonheur. D'accord? Et jusqu'à présent, je ne vous ai pas parlé d'une seule application. D'accord? Je vous dis ça parce que très souvent, les gens qui font des exposés sur la physique des solides, ils vendent ça à travers les applications. Ils disent, tout votre smartphone, c'est de la physique des solides, donc ta 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 ta. Non, 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 moi je ne veux pas vous vendre ça pour ça. Je vous vends ça parce que c'est un merveilleux objet de physique fondamentale. Maintenant, il se trouve qu'après, c'est nous qui avons fait les plus grandes découvertes technologiques dans mon domaine en général. Et effectivement, votre smartphone, vous ne l'auriez pas sans nous. Alors que sans les gens de la relativité générale, vaguement, vous n'auriez pas le GPS, mais c'est tout. Mais alors tout le reste, c'est nous, quoi. Pourquoi? Ben, par exemple, tous les transistors au monde sont fabriqués avec des semi-conducteurs dopés, c'est-à-dire de la physique quantique pure, où les physiciens se sont amusés à rajouter des niveaux d'énergie là où ils le voulaient pour contrôler le type de charge. Est-ce que c'était des trous ou des électrons? Et c'est des physiciens purs quantiques. C'est Bardeen, par exemple, qui a participé à la découverte du transistor. C'est le même qui comprend la supraconductivité 15 ans après. Il y aura 2 prix Nobel, d'ailleurs, de physique. L'un pour les transistors, l'autre pour la supraconductivité. Donc les transistors, on est au cœur de la physique quantique des solides. Donc évidemment, la physique quantique des solides que je vous ai présentée jusqu'à présent sert énormément. Alors le graphène, il y a plein d'idées d'applications très marrantes. Il a des propriétés mécaniques absolument incroyables. Donc on pourrait en faire un senseur. Par exemple, si vous prenez une plaque de graphène, que vous regardez ses vibrations ou ses propriétés électriques, dès que vous lâchez une molécule dessus, ça change. Donc vous avez un détecteur à une molécule. D'accord? Vous pouvez détecter des ppm de gaz, mais comme ça, quoi. C'est un détecteur chimique incroyablement fin, un détecteur électrique incroyablement fin, un détecteur magnétique incroyablement fin, etc., etc. Voilà l'exemple. Là, regardez, on est en train de rajouter des molécules de NO2 une par une, et à chaque fois, on a des paliers sur la résistance électrique dans une mesure d'effet Hall. Ou ici, quand on rajoute 1 ppm de gaz et qu'on regarde la résistance électrique, ça change monstrueusement, parce que c'est un matériau très sensible, parce qu'il est nanométrique, hein, il fait 1 atome d'épaisseur. Donc dès que vous lui faites quelque chose, ben, vous voyez ses propriétés énormément changer. Ce que je vais faire maintenant, c'est rajouter encore un dernier ingrédient à ce graphène pour le rendre encore plus anormal et plus généralement aux matériaux à 2 dimensions. Parce que là, ce que je vous racontais sur le graphène, ça s'est généralisé à toute une physique des matériaux bidimensionnels, donc des matériaux qui sont très contraints dans la 3e direction, qui sont très fins.
Et ce qu'on va faire maintenant, c'est ce que je fais en fait depuis le début à chaque fois, c'est rajouter un champ magnétique. Donc on va refaire la même expérience qu'avec le graphite, qu'avec Pauli, etc. Mettre un champ magnétique et regarder ce qui se passe. Donc mesurer les propriétés électriques d'un matériau fin quand on met un champ magnétique. Alors ça, c'est un truc que vous connaissez. Si vous prenez un matériau à peu près à 2 dimensions avec des électrons, donc là j'ai fait des petites boules pour mes électrons, c'est vraiment pas très noble, et que vous mettez un champ magnétique, et bien l'effet, vous le savez, c'est que ça va faire du QV vectoriel V, donc ça va faire des petites orbites. Ils vont tourner sur eux-mêmes. Si maintenant vous rajoutez une pile et que vous mettez une tension électrique, vous les emmenez dans une direction, donc à la fin ils vont faire un mouvement qui va être de ce genre-là. Ça va faire des espèces d'hélices. Alors évidemment, vous allez quand même arriver à en prendre qui vont faire circuler du courant électrique. Donc vous allez mesurer un courant, mais vous allez en même temps, vous voyez, mesurer quelque chose dans l'axe transverse. C'est ce qu'on appelle l'effet Hall. L'effet Hall, c'est que je mets un champ magnétique perpendiculairement à ma tension électrique, à mon champ électrique. Donc les électrons, ils vont dans la troisième direction, ça va créer une tension de Hall et ça va créer un courant dans cette direction-là. Si vous voulez mesurer dans ce sens-là, vous allez voir un courant apparaître et une résistance ou une conductivité correspondante. Et là, pour l'instant, je fais de la physique du 19e siècle. Hall, c'est le 19e siècle. Que se passe-t-il si on mesure l'effet Hall dans un bout de graphène? Allons-y. Alors ça, c'est ce qui devrait se passer, donc c'est la courbe théorique. En gros, si vous changez par exemple le nombre d'électrons ou le champ magnétique, tous les effets vont augmenter. D'accord? Donc si ça c'est le zéro de ma courbe, vous allez avoir un truc linéaire. Ça c'est la conduction, mais pas la conduction dans le sens de la pile, la conduction dans le sens perpendiculaire. C'est pour ça qu'on a mis un XY. La conduction transverse, la conduction Hall. D'accord jusque-là? Donc ça c'est ce qui devrait apparaître dans un bout de métal normal. Et voilà ce que vous allez mesurer si vous le faites dans du graphène ou dans n'importe quel métal à 2 dimensions. On n'a pas fait ça seulement dans le graphène, on a fait ça aussi dans des matériaux à 2 dimensions métalliques. Et voilà ce qu'on trouve à chaque fois. Des marches d'escalier. Là, vous allez me dire, ouais, c'est quantique. Donc il y a des paliers. C'est vrai. Alors là, il faut être un petit peu attentif. On va déjà mesurer ces paliers. Alors si vous les mesurez, vous trouvez à chaque fois la même valeur. C'est absolument remarquable. Ils ont tous la même hauteur. D'accord? Bon. Puis vous pouvez calculer cette hauteur, faire des barres d'erreur. Je sais qu'à l'heure du déjeuner, on a discuté avec certains d'entre vous des barres d'erreur. Donc voilà, là vous pouvez mettre des barres d'erreur. Et là, c'est vraiment important de la mettre, la barre d'erreur. Et si vous le faites, vous allez trouver ce chiffre-là. Et je me suis amusé à mettre tous les chiffres significatifs parce que là, ils y sont tous. Vous pouvez refaire la mesure 10 fois, 100 fois, avec des bonnes moyennes et tout, vous trouverez toujours tous ces chiffres-là. Vous dites, bon, d'accord, j'ai trouvé une valeur très précise en Siemens, parce que c'est une conductivité. Le point absolument remarquable, c'est que cette valeur, quel que soit le matériau à 2 dimensions que vous preniez, vous allez retrouver la même. Quelle que soit la nature du matériau, vous allez retrouver la même pire, tenez-vous bien, quelle que soit la largeur du matériau. Quelle que soit la forme du bord du matériau. Voilà, qui connaît un peu la conduction électrique, c'est bien que si je prends un carré ou un rectangle, c'est pas pareil. Si je mets des défauts au bord, c'est pas pareil. Dès que je mets des défauts, ça fait plus résister ou moins résister. Et bien là, quelle que soit la qualité de votre matériau, quelle que soit la nature de ses bords, etc., vous trouvez toujours la même valeur. Et si vous regardez ce que c'est que cette valeur, c'est pas du tout n'importe quoi. 3,87 10-5, ça vaut exactement E au carré sur H. E, la charge de l'électron, H, la constante de Planck. Donc une valeur universelle qui ne dépend que des constantes universelles de l'univers. On appelle ça l'effet Hall quantique. Ce qu'il y a d'absolument remarquable dans cet effet Hall quantique, c'est que la valeur ne dépend plus du matériau que vous avez utilisé. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit au début? Je vous avais dit, vous allez voir, les gens de la physique des particules, ils n'arrêtent pas de nous dire, une fois qu'on a compris une particule, on en prend 10 puissance 23, on va tout comprendre. Et puis, ce qui compte, c'est la physique élémentaire. Voilà un très bel exemple où une approche réductionniste est vouée à l'échec. L'équation à un atome de Schrödinger ou à un électron ne vous permettra jamais d'anticiper que quand vous en mettez 10 puissance 23 ensemble sur un barreau, vous obteniez une valeur universelle comme ça. On appelle ça l'émergence d'une propriété universelle. Et ça a lieu plusieurs fois en physique des solides. Je vous ai montré un exemple. Et je vais essayer de vous l'expliquer. Alors déjà, je vais vous montrer le matériau pour vous montrer qu'il était vraiment dégueulasse. Donc ça, c'est le matériau qui a eu le prix Nobel pour ça, c'est von Klitzing, et on est fin des années 80. Et quand on le zoome, il est vraiment dégueulasse. Il y a pas... Enfin, les bords, c'est moche, quoi. Donc là, c'est vraiment la physique sale dont parlait Pauli. Vous voyez, Pauli n'aurait jamais anticipé qu'on puisse mesurer E au carré sur H avec 10 chiffres après la virgule sur un machin comme ça. C'est ça dont on se sert maintenant pour définir les constantes universelles. C'est l'outil de métrologie numéro 1 pour définir le rapport E au carré sur H. Alors d'où ça vient? Avant de vous dire d'où ça vient, je veux vous dire cette phrase de Anderson. Anderson, c'est vraiment un de mes idoles, c'est un physicien encore vivant, qui est un des plus fabuleux physiciens de la physique des solides. Il avait cette phrase en anglais, alors là l'anglais a toute son élégance que n'a pas le français. Il avait dit « more is different ». Vous voyez l'idée que quand vous en mettez plein ensemble, ce n'est pas juste la somme des effets individuels, ce n'est pas juste une moyenne, il va apparaître des nouveaux phénomènes. Et cette idée-là, finalement, on la connaît bien. Dès qu'on a un système complexe, dès qu'on a une foule dans un aéroport, dès qu'on a un cerveau avec plein de neurones, le neurone individuel, c'est un truc très bête.
quand vous en mettez plein ensemble avec quelques synapses, waouh, vous avez un cerveau intelligent. Donc cette idée de la complexité qui fait émerger des propriétés originales, elle est là, ancrée profondément dans la science. Mais en physique, on aime toujours se dire non, non, je vais revenir à la physique élémentaire, à une particule ou à un atome. Tous les gens de la matière molle, de la matière complexe, n'arrêtent pas de jouer avec cette idée-là. Alors je vais montrer dans ce cas-là précis d'où ça vient, et je m'arrêterai après. Qui l'a compris? C'est ces trois-là. Ils ont eu le prix Nobel l'année dernière, donc je vous rappelle les noms au cas où vous les auriez oubliés. Haldane, Kosterlitz et Taules. Et c'est vraiment Taules qui a tout déclenché et qui est le plus remarquable des trois. D'ailleurs, je crois qu'il a eu la moitié du prix et les deux autres un quart. Regardez toujours les répartitions de prix, c'est assez drôle. Eux, ils vont comprendre quelque chose d'absolument remarquable. Dans ce problème de l'effet Hall quantique, qui est découvert bien avant leur théorie, ils vont se rendre compte que quand ils calculent cette quantité, réellement affreuse, alors cette quantité, c'est une intégrale sur la zone de Brillouin de la courbure de Berry, des fonctions d'onde quantique des électrons. C'est un truc vraiment incompréhensible. Voilà. Il faut un peu de temps pour comprendre ce que c'est. En tous les cas, quand on mesure cet objet-là, on trouve toujours un entier. Et ça, l'intégrale sur un tore, c'est ça qu'ils sont en train de faire en gros, une intégrale sur un tore, sur un donut, c'est un truc qu'on connaît très bien dans un autre domaine qui est le domaine de la topologie. En mathématiques, la topologie, vous savez, vous avez des propriétés robustes. Par exemple, si vous prenez un bracelet et que vous comptez le nombre de tours que vous faites autour d'un poignet, vous pouvez faire un tour et après vous pouvez déformer le bracelet comme vous voulez, vous n'arriverez jamais à faire un deuxième tour. Donc sinon, il faut vraiment sortir, refaire deux tours, remettre. Donc le nombre de tours, par exemple, c'est une propriété topologique. Ou le nombre de trous. Mon donut, par exemple, je peux le transformer en une tasse à café juste par des déformations continues si je garde toujours un trou, le trou de la anse de la tasse par rapport au trou du donut. Donc en topologie, les mathématiciens savent bien qu'on peut construire des classes d'objets où il y a ce qu'on appelle des invariants topologiques. C'est une propriété robuste qui n'a pas envie de changer et qui ne pourra changer que par palier. Je ne sais pas faire un tour, virgule 2 autour de mon poignet. Et bien exactement de la même manière, ils montrent, eux, dans leur calcul, que la conductivité vaut exactement ce nombre entier fois E au carré sur H. En fait, on est en train de révéler une propriété topologique des électrons dans la matière. Les électrons, un peu comme les formes mathématiques qui choisiraient le nombre de trous, un trou, deux trous, trois trous, quatre trous, ben ils font pareil, sauf que ce n'est pas des trous, je n'ai pas fait avec de la perceuse des trous dans mon matériau, c'est des trous dans un espace réciproque compliqué avec un calcul compliqué. Mais mathématiquement, c'est complètement analogue. Et ça va ouvrir tout un champ, tout à fait nouveau, où soudain on va reconsidérer les solides avec un autre point de vue qui est un point de vue topologique. Par exemple, dans ce cas-là, c'est assez marrant. Si vous dites que vous avez le droit qu'à des valeurs entières, et les électrons, vous vous souvenez, ils doivent s'enfuir par là, et bien en arrivant au bord, ils ne peuvent pas rester un tourbillon. Donc ils vont faire des demi-tourbillons. Parce qu'ils doivent rejoindre une zone ici du vide, où il n'y a plus du tout de tourbillon ou de trou. Et donc ça fait que les électrons, ils vont conduire seulement sur les bords de l'échantillon, et pas au centre. Mais dans ces matériaux-là, quand vous regardez ce E au carré sur H et ces marches d'escalier, c'est exactement ce qui se passe. Quand vous êtes sur une marche d'escalier, les électrons ne conduisent que sur les bords, tous avec la même conductivité. Et quand vous essayez de pousser, à un moment donné, soudainement, ils montent d'une marche et reconduisent sur les bords avec un nouveau canal de conduction et une conductivité doublée, triplée, quadruplée, etc. Donc une manifestation directe de la topologie dans les solides. Et depuis, ça a ouvert tout un champ qui est le champ des matériaux topologiques. On a découvert ces propriétés topologiques dans plein d'autres matériaux, même à 3 dimensions. Ça, c'est du Bi2SE3. C'est une barre, ça fait quelques centimètres. Ce matériau-là, quand vous le mesurez, il est conducteur en surface, isolant dans son cœur. Et c'est un peu la même raison, vous voyez, c'est que les électrons dans le cœur du matériau, pour des raisons topologiques, sont coincés sur des orbites, on va dire. Puis quand ils vont au bord, vous êtes en train de leur demander de passer de 1 à 0. Et leur seule manière, c'est une discontinuité sur les parois, où là, ils vont se mettre à conduire le courant électrique, pour réconcilier ce qui se passe là et là. La topologie a protégé ce qui se passait dans le matériau. Et cette protection topologique, c'est quelque chose qui est aussi au cœur des ordinateurs quantiques actuellement. Plein de gens pensent, notamment Microsoft, qui a mis beaucoup d'argent là-dedans, que la topologie pourrait permettre de protéger les bits quantiques d'un ordinateur quantique. C'est un des grands enjeux en ordinateur quantique, comment garder un bit quantique longtemps en vie, en gros. Et bien là, la topologie pourrait permettre d'aider à ça. Donc tout un champ de recherche actuel, et qui s'étend maintenant à plein d'autres matériaux, y compris dans le monde de l'optique, par exemple. On n'est plus seulement dans la physique des solides. Des propriétés topologiques aussi dans les systèmes magnétiques, par exemple, avec les Sky Marion, par exemple. Donc je rajoute mon quatrième et dernier état, les solides topologiques. Je vous ai montré 4 exemples d'états quantiques émergents, parce qu'on a branché des interactions, parce qu'on a réduit la dimension, parce qu'on a mis de la topologie, qu'on ne pouvait pas anticiper juste à une particule, qui sont profondément originaux, très riches, très complexes également, qui sont des très beaux problèmes de physique fondamentale. Alors derrière, ça permet plein d'applications, je vous en ai déjà parlé. Le transistor n'existerait pas sans cette physique-là. Le microprocesseur non plus, du coup. Les LED non plus. Les LED sont une invention pure de la physique quantique. C'est des physiciens de la physique quantique qui ont fabriqué les LED et qui ont d'ailleurs obtenu le prix Nobel il y a 3 ans pour les LED bleus. Et là, c'est vraiment des astuces de métallurgie et de physique quantique sur comment contrôler
vous vous souvenez, cette bande interdite, pour quelle est la bonne taille pour que ça fasse du bleu, en gros. Les cellules photovoltaïques, toute la technologie des cellules photovoltaïques est reliée à ça. Et en particulier, une des grandes pistes actuelles, c'est justement d'utiliser la structure des cuprates que je vous ai montré, des perovskites, donc des céramiques perovskites, pour faire des cellules photovoltaïques et qui seraient stables et moins chères que celles actuelles. Et ça, j'en parle même pas. Des câbles supraconducteurs. Donc je finis là-dessus. Le futur, je ne sais pas prédire le futur. Je vais juste vous donner les quelques grandes pistes dans le champ, en tous les cas, qui m'occupent ici, qui est la physique des solides. Un premier, évidemment, enjeu énorme, c'est les matériaux pour l'environnement. Comment économiser de l'énergie. Tous les matériaux que je vous ai montrés avant, les LED bleus, c'est un des meilleurs exemples. Avec la LED bleue, on a pu faire de la lumière blanche avec des LED, et donc économiser l'effet Joule, et donc gagner sur la facture énergétique qu'on dépense pour notre électricité, pour les éclairages. Plein d'autres exemples, évidemment les cellules photovoltaïques. Les matériaux thermoélectriques, vous convertissez une différence de température en tension électrique. Est-ce qu'on pourrait les améliorer jusqu'à pouvoir faire, je sais pas, des peintures thermoélectriques qui permettent de convertir, quand vous êtes dans le sud, le chaud dehors et le froid de votre maison en tension électrique, etc. etc. Toutes ces idées-là, souvent de thermodynamique assez simple ou de quantique assez simple, elles vont s'incarner dans des matériaux et donc dans des propriétés solides des matériaux, donc dans de la quantique des solides. Donc un vrai enjeu pour l'environnement. Ça, c'était juste pour vous séduire un petit peu. Ça, on avait fabriqué ça avec des designers, c'était des idées de qu'est-ce qu'on pourrait faire si on inventait de la supraconductivité à température ambiante. Donc on a fait des tas de vidéos, là il y a une jolie vidéo associée à ça. On voit vraiment l'expérience, on le fait vraiment, mais pas sur un corps humain. Puis après, on imagine ce que ça donnerait sur un corps humain, des bijoux supraconducteurs. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on aimerait bien, c'est avoir un ordinateur à qui on dise « Est-ce que tu pourrais me trouver un supraconducteur qui marche à plus haute température ?» Puis il teste toutes les molécules possibles, tous les atomes possibles, tous les assemblages, puis à la fin, il trouve le bon. Manque de bol, on ne sait pas prédire les propriétés de la matière. On sait en général les comprendre après coup. Tous mes très beaux modèles, ils arrivent après la découverte du matériau et on va dire « Ah oui, là j'ai l'impression que j'ai un modèle qui comprend assez bien pourquoi celui-là il fait ça et pas ça. » On est encore très mauvais en termes de prédiction. Mais, depuis quelques années, les modèles théoriques notamment, et les simulations numériques s'améliorent énormément pour trouver des nouvelles techniques calculatoires pour prédire les propriétés de la matière. Voilà, si vous me dites, voilà, alors moi je vais prendre un cuivre, un oxygène, un hydrogène, et que vous respectez à peu près les règles de la chimie, est-ce que moi je suis capable, avec un bon calcul, de vous prédire si le matériau il sera isolant, métallique, ferroélectrique, diélectrique, etc. Et ça, on commence à savoir le faire. Si on savait mieux le faire, ça serait une mine d'or, évidemment, pour prévoir des matériaux sans avoir à chaque fois à essayer de les synthétiser. Un autre enjeu, je vous l'ai dit, c'est essayer d'inventer des objets où la physique quantique serve à simuler ou à faire des calculs. Alors souvent on cite l'ordinateur quantique en disant ça va être super, ça va factoriser des nombres en nombres premiers, ça c'est pas intéressant du tout. Par contre, simuler des molécules, ça devient intéressant. Les gens des ordinateurs quantiques, ils vous disent qu'un des trucs qu'ils vous aimeraient faire leur premier, dès qu'ils auront un bon ordinateur quantique, c'est tester des molécules à base des engrais. Si j'ai bien compris, il y a une molécule à base des engrais qui fait 50 atomes, et actuellement la seule manière d'arriver à la produire, c'est monter à 600 degrés et ça crache, je crois, quelques pourcents de la quantité de gaz qu'on émet dans l'atmosphère sur Terre. Donc si on arrive à avoir un ordinateur à qui on dit tu pourrais pas essayer de me trouver une catalyse ou un machin avec autre chose qui fasse marcher cette molécule et qui permette de la synthétiser sans la chauffer, ça serait remarquable. Donc un ordinateur qui permette de calculer des objets quantiques. À mon avis, c'est ça l'intérêt numéro 1 des simulateurs ou des ordinateurs quantiques. Il y en a sûrement plein d'autres, mais là je ne suis pas spécialiste. Et puis essayer de trouver de nouveaux états. Je vous en ai sorti 4, on en découvre quasiment un tous les 2 ans actuellement. Nouvel état quantique de la matière. Donc évidemment, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, du point de vue fondamental, c'est absolument passionnant, juste en mettant 5 électrons ou 10 ou 100 électrons ensemble, de trouver des nouveaux états de la matière. Et puis la dernière idée quand même, c'est qu'on fait de la recherche fondamentale, donc on ne sait pas de quoi demain c'est fait, donc se laisser surprendre pour la suite. Je vous remercie pour votre attention.